Comment l'Azado collaborait-elle avec les médias nationaux ou internationaux? Oui, on a collaboré. Ce qu'on a fait, parce qu'on avait une commission de journalistes, dans chaque journal de l'époque, voilà, nous avions un membre de l'Azado à l'intérieur du journal. Vraiment, vous étiez une meilleure organisation hein, à l'époque. L'avantage d'avoir quelqu'un, d'abord, c'était s'assurer que les questions des droits de l'homme sont publiées régulièrement dans chaque journal. Okay. Et si vous faites l'analyse de tous les journaux qui sortaient, les quotidiens qui sortaient, il y avait toujours quelque chose sur le droit de l'homme. Okay. Hein, des droits de l'homme, la dénonciation, etc. Nous avions aussi un partenariat stratégique avec certains journalistes à l'étranger qui s'intéressaient aux questions politiques, aux questions de droits de l'homme. Quelles sont les actions concrètes menées par l'Azado pour affaiblir le pouvoir de Mobutu? Notre rôle n'était pas d'affaiblir le pouvoir de Mobutu. Notre rôle était de faire éclore la vérité sur les exactions, sur les violations des droits de l'homme, sur la répression érigée en système de gouvernement. C'est ce que nous avons fait. C'est vraiment exposé. Et l'exposer, exposer cela, j'ai oublié aussi de le dire, c'est que nous avions, dans les grands partis politiques, on leur avait conseillé d'avoir un point focal des questions des droits de l'homme, avec lesquels ils pouvaient diriger avec nous. C'est ce qui représente un peu notre relation avec l'UDPS, avec d'autres partis politiques. Et bien sûr, si je peux donner un exemple, Lambert Mende, par exemple. Lambert Mende, n'oublie pas qu'il est politique, mais il est aussi militant de droits de l'homme. Quand il était en Ouganda, hein, il s'occupait d'une organisation qu'on appelait Msaada. Tu vois, donc... Nous apprenons toujours. Oui, Msaada qui défendait énormément des exilés politiques, etc. Et quand il est revenu, parce que Lambert Mende est passé des Mobutistes à l'opposition, ainsi de suite. Quand il est revenu à l'opposition, il nous a aidés à mettre en place les sections Azado à Kolé et dans un autre... Lodja ou bien... Lodja. Voilà, Lodja. Exactement. Parce que Kolé, c'est non loin de Lodja. Lodja et Kolé, c'est comme ça qu'on a... Il a joué un rôle important dans cela, dans la transmission, en tout cas des informations, ainsi de suite. Donc, dans les partis politique d'opposition de l'époque, il y avait aussi beaucoup de militants des droits de l'homme, dont certains étaient même militants de l'Azado. Mais on leur demandait, vous êtes des sympathisants, parce que nous ne voulions pas avoir une connotation politique sur les activités que nous étions en train de mener. Mais ça a aidé énormément, puisqu'ils nous fournissent des informations qui sont vérifiées rigoureusement pour qu'on ne puisse pas dire que nous sommes manipulés par ces partis politiques. Il y a des informations qui étaient fausses, hein, les exagérations, ainsi de suite, que nous n'avons pas voulu. Je vous donne un exemple. Les massacres de Lubumbashi, l'Azado ne s'est jamais prononcé... Le massacre de Lubumbashi, l'Azado ne s'est jamais prononcé sur cette question. Les faits ont été exagérés. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça n'a jamais eu lieu. Et pour nous, on ne s'est jamais prononcé sur cette question, parce que d'abord, on n'avait pas mené l'enquête. On n'avait pas mené l'enquête. Et puis, lorsqu'on a fait, disons, une analyse historique de cela avec des victimes, on a reconnu que certaines personnes qui apparaissaient comme des victimes de Liti Timboka, ils étaient à l'étranger. Ils étaient en Belgique, ils étaient en Suisse, ils étaient ailleurs. Vous voyez, mais c'était politique, ça c'était une affaire entre Mobutu et la Belgique, je crois que bon, c'est ça. C'est pour cette raison que lors de la conférence nationale souveraine, on n'est jamais parvenu à démontrer justement la vraisemblance. On n'a pas démontré la vraisemblance de Liti Timboka. Bon, cette situation est restée plutôt un fait politique. Monsieur Guillaume Gueffa, un activiste de droits de l'homme, un acteur de la société civile, peut-il aussi être un membre d'un parti politique? En règle générale, une relation de droits de l'homme doit être indépendante des actions politiques. Et par conséquent, la personne ne peut pas être membre d'un parti politique pour la simple et bonne raison qu'il faut sauver l'intégrité
des actions menées par par l'Organisation des droits de l'homme et aussi être exempt des influences politiques, parce que vous ne pouvez pas être partial, vous ne pouvez pas être impartial si vous représentez les intérêts d'un parti politique. Et les statuts de l'Azado étaient très très clairs que aucun membre dirigeant ne peut être affilié formellement à un parti politique. Mais cependant, nous avons eu des sympathisants qui étaient dans les partis politiques sans occuper. Et je vous ai dit que nous avions, avec des connivences bien sûr, avec les partis politiques, on les a encouragés à avoir des points focaux de droits de l'homme dans chaque parti politique, avec comme rôle de nous transmettre les informations des violations des droits de l'homme pour que nous puissions les traiter en toute impartialité et aussi en toute indépendance. Certaines de ces informations ont été des informations exagérées et c'est pour cette raison qu'on ne les a pas pris en compte. Troisième élément, nous avions un fonds au sein de l'Azado, un fonds des victimes de la répression. Et on était en relation avec une association française, Association pour la victime de la répression, Havre, basée à Paris. Ces fonds nous ont permis de soigner gratuitement, de référer les blessés des marches de l'IDPS, des palus, on avait des contrats avec certains centres médicaux pour qu'ils puissent être soignés gratuitement. Ah ouais. La même chose, ces fonds pour la répression, pour la répression des victimes a aidé aussi à donner des médicaments à la prison centrale de Makala à l'époque. Si vous demandez qui était le directeur de la prison, il va vous dire qu'on avait un programme pour les victimes de la répression. On donnait chaque semaine des médicaments pour les prisonniers politiques, les victimes de la répression qui étaient là, mais nous avions étendu ces programmes à l'ensemble de la prison parce que lorsque nous sommes arrivés, on trouvait des gens qui avaient des gales, qui avaient des problèmes, etc. Et ça, c'était des programmes médicaux très importants et notre médecin allait les soigner gratuitement une fois par semaine, une ou deux fois par semaine, souvent le week-end parce que le médecin travaillait, la docteure Mbouéboué travaillait, mais elle allait chaque, je crois, samedi ou dimanche avec une équipe, ce qui nous a permis aussi à l'époque de sortir des rapports sur la situation des prisonniers. Est-ce qu'il a été de la compétence de l'Azado de prendre en charge ces victimes? Oui, nous sommes une organisation non gouvernementale. Le but de notre organisation nous permettait d'apporter l'assistance aux victimes de répression. C'est pourquoi on avait cette commission de médecins et cette commission des juristes. Il y a une chose historique que vous devez connaître, c'est que l'Azado a protégé les Banyamulenge pendant la conférence nationale souveraine. Ce sont les genres de dossiers que vous avez traités lors de la conférence nationale souveraine. Parce que M. Rwakabouba venait régulièrement dans mon bureau, qui était en ville. Il avait amené tout un grand dossier où il parlait de l'exclusion de Banyamulenge et le fait que le Parlement de transition à l'époque voulait ôter ces populations de leur nationalité. Alors, pour nous, Azado, on considérait ces faits comme une violation des droits de l'homme. Parce que ces gens risquaient d'être apatrides. Voilà, sans patrie. Et on a défendu cela. On a défendu cela. N'oublie pas que le 2 août 98, lorsque il y a eu la tentative de renversement du président Kabila à l'époque, avec les Rwandais, lorsqu'ils ont été chassés, il y a eu la chasse en 98. En 98, la chasse aux populations rwandaises dans la ville. Oui. Nous les avons protégés. Les collègues qui étaient là, en collaboration avec les bureaux des Nations Unies, nous étions là. On a protégés et l'Azado a sorti un communiqué sur cette question. Tu vois, parce qu'on avait dit qu'après tout, il faut le protéger parce que ce sont les personnes
qui sont attaqués, tout simplement, par délit de faciès. Donc il fallait les protéger. Et on l'a fait sur le plan international. Il fallait protéger la minorité. Oui, mais les minorités, on a protégé beaucoup d'autres minorités. Oui. Là, même à l'Est, les conflits Lendou-Ema, oui. Nous avions sorti un rapport sur cette question. Nous avions à l'époque commencé à faire le rapprochement entre Ema et Lendou, puisqu'on avait des membres Lendou, on avait aussi des membres Ema. Donc on les a effectivement utilisés pour faire effectivement... Et comme vous avez traité ces dossiers-là des Banyamulenge, donc ça veut dire qu'ils sont devenus une tribu congolaise? Non, la question de la tribu, ce n'est pas à nous, comme organisation non gouvernementale, de nous prononcer, c'est l'État. Okay. Si l'État les a accordé la nationalité, bon, si c'est prouvé, je ne vois pas pourquoi on doit leur enlever la nationalité. Alors, quels sont les autres dossiers sensibles que l'Azado a eu à traiter? On a traité énormément de questions sensibles parce que certains membres de l'IDPS, on les a fait partir en Europe clandestinement, hein, parce qu'ils étaient recherchés. Certains, on les a gardés dans des maisons à Kinshasa sans qu'on les chasse, on les a aidés. L'autre dossier que nous avons traité, c'était la question de la chasse aux Kassaïens, au Katanga. Ça a été un dossier qui m'a fait personnellement mal. Nous avons suivi comment ces Kassaïens ont été chassés. Oui, avec la jufferie qui entourait. Tout ça a été documenté. Ça, ce sont les dossiers que nous avons effectivement traités. La majorité des Kassaïens qui étaient dans la Gécamine ont dû quitter et on a facilité certains à leur réinsertion, bien sûr en collaboration avec le HCR, avec d'autres organisations. Mais selon vos dires, c'est comme si vous étiez membre de l'IDPS, parce que vous vous êtes retrouvé avec Chebeya dans cette organisation, dans ces partis politiques. Non. Bon, d'abord, je ne voulais pas vraiment répondre, je ne voulais pas polémiquer sur cette question, si oui ou non j'étais membre de l'IDPS ou pas. Vous ne pouvez pas faire des droits de l'homme sans rencontrer les grands leaders de partis politiques de l'époque, de l'opposition, ce qui m'a permis de rencontrer Papa Tshisekedi régulièrement, Papa Kibasa Maliba, Birindoa et les autres, ainsi de suite. Je ne pense pas avoir eu une carte de membres de l'IDPS, même si à cette époque il n'y avait pas de cas de l'IDPS, mais je me suis retrouvé régulièrement en train de discuter des questions des droits de l'homme avec les autorités. Ça faire. Une certaine opinion accuse l'Azado d'avoir participé à la messe noire qui a préparé la chute de Mobutu. C'est vrai? N'oublie pas que l'Azado a été un acteur important de la société civile. Si la mémoire ne me trahit pas, l'Azado a participé à la conférence internationale de Washington. Okay. En 1997, juste avant la chute de Mobutu. L'Azado n'était pas le seul. Historiquement, j'y étais. Amouli Kabarouza était là, ainsi que le père Minani. Donc on était les 3 membres de la société civile. C'était une conférence internationale pour préparer la transition politique. Alors, on préparait la transition politique. L'idée, c'était vraiment de ne pas conduire à une réponse militaire et ne pas arrêter la démocratisation de notre pays, parce que n'oublie pas que Mobutu était malade à cette époque-là, donc il fallait préparer la transition. Donc on a participé à cette conférence de Washington. Malheureusement, 2 mois après, la rébellion est entrée à Kinshasa, et ça a été un coup de massue à ces cheminements de la démocratisation du pays, qui s'est arrêté avec la présence des Rwandais et de l'AFDL qui étaient là. Et, parce que ce que nous avions fait à l'époque à Washington et personnellement, c'était de démontrer que l'AFDL était une organisation criminelle, parce que nous avions sorti en mars un rapport en relation des crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par l'AFDL contre
contre les réfugiés Hutus, et aussi à Tingi-Tingi. Donc, quand vous voyez la géographie des crimes à cette époque-là, hein, et même l'itinéraire de ces crimes, vous allez voir comment ces crimes ont commencé. Là, ça a commencé à Goma et ça s'est remonté petit à petit, en passant par Mbandaka, ainsi de suite, parce qu'il y a eu aussi des crimes graves qui ont été commis là-bas. Et c'est pour cette raison-là qu'en 98, nous sommes allés au Canada. Parce que ça, c'est historique. On parle de mapping des Nations Unies, mais le premier mapping de violation des droits de l'homme a été fait par l'AZADO, Human Rights Watch, Amnesty International et Droit et Démocratie, une organisation, etc. Le rapport est là. En ce moment-là, notre rapport avait identifié, si je ne me trompe pas, une trentaine de crimes qui étaient commis associés aux auteurs. Et certains de ces auteurs se retrouvent encore aujourd'hui dans la rébellion à l'Est, et d'autres sont effectivement ici. Et je pense que ça a été une contribution historique énorme. C'est justement ces rapports qui avaient servi justement à tenter d'ouvrir des poursuites internationales contre cette personne à l'extérieur du pays. Et cela aussi a contribué justement à s'assurer que ces crimes-là ne restent pas vraiment effectivement impunis. Notre autre contribution, c'est que lorsque la guerre de 98 a commencé, Amouli Kabarouza et moi-même et le professeur Philippe Retchens, avec l'université d'Anvers, nous avons organisé la première conférence sur la situation politique, droits de l'homme et humanitaire. Ce sont les contributions. Donc, les chercheurs sont arrivés, les membres de la société civile, même certains membres de la société civile qui devaient quitter les pays pour venir participer à cette conférence avaient été bloqués par le régime AFDL. Et cette première conférence à l'université d'Anvers, en 98, c'est ça qui a été vraiment le point de départ de tout ce que nous avons considéré comme processus de paix. Parce qu'après Anvers, il y a eu une réunion de la société civile au Bénin, à Cotonou. Pourquoi Cotonou? Parce que le professeur Thévaux-Géré était ressenti comme un des facilitateurs du processus. Donc, Anvers-Cotonou, c'est ça qui a aidé à créer les bases pour le processus de Lusaka. Ça, c'est extrêmement important. Et si vous regardez très bien, vous lisez le rapport qui avait été fait en ces moments-là, les recommandations, c'est ça qui a abouti à Lusaka. Et à Lusaka, ils sont partis, malheureusement, ils sont partis à Sun City. Et à Sun City, on a exclu la société civile. Ou bien, vous êtes phagocyté par ces partis politiques, par les partis belligérantes, et vous êtes reconnu, soit vous demeurez indépendant et on vous met de côté. Vous avez exclu, ou bien vous-même, vous n'avez pas fait partie des gens qui se sont rendus. Moi, en ce moment-là, j'étais déjà à Genève. Ou bien vous avez refusé, vous avez adopté la chaise vide. On n'avait pas refusé. On a exclu parce que les associations des droits de l'homme, en ce moment-là, étaient les associations les plus crédibles. Oui. Si nous venions dans ces processus de Lusaka, tout comme dans le processus de Sun City, nous avions poussé sur les questions d'impunité. Nous avions poussé sur la question de la redevabilité, sur les questions des droits de l'homme. Vous voyez, et sur le profiling de toutes ces personnes-là, etc. Donc, les partis belligérants se sont arrangés à prendre en leur sein des membres de la société civile qui devenaient automatiquement. C'est pourquoi, après Sun City, ça va être l'érosion de cette société civile, parce que la majorité de ces membres de la société civile... C'est parce que vous n'avez pas participé à Sun City. Mais nous avons été exclus. On a été à la base de ces processus avec le professeur Retchens, avec Amouli et les autres à Anvers. Il y a eu le processus de Cotonou qui avait été piloté par David Banza, qui est aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Donc il était question que dans la liste, que nous puissions être là. Mais les partis belligérants... Vous regrettez vraiment amèrement le fait de n'avoir pas participé à Sun City? On ne le regrette pas, mais je pense qu'on aurait pu contribuer énormément
à pousser sur la question de la redevabilité, la responsabilité individuelle ou collective, surtout de l'AFDL, sur l'histoire de notre pays. Nous avons participé à l'époque, hein, parce qu'à un moment donné, j'étais devenu fonctionnaire international. Voilà. Cette partie-là où je suis devenu fonctionnaire international, je n'étais plus. Oui, je ne peux pas émettre mon avis. Je mets seulement les avis jusqu'en 98. Tu vois, jusqu'en 98, lorsqu'on a commencé à pousser, 98, 99, lorsqu'on a commencé à pousser sur ces processus. Mais je pense que ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir des organisations de la société civile indépendantes et crédibles, qui peuvent faire valoir les voix des sans-voix, qui peuvent valoir donner leur contribution dans tout le processus qui se passe. Et là, par exemple, je suis heureux de voir que depuis quelque temps, il n'y a pas de rapport des organisations de droits de l'homme sur ce qui se passe sur le plan national. En dehors de l'ODEP, je pense que c'est l'Observatoire de la dette publique, du professeur Florimond Mouteba, qui fait un excellent travail parce qu'il fait le monitoring des dépenses publiques avec des recommandations, et ces recommandations doivent être prises en compte par ceux qui sont au pouvoir pour améliorer la gouvernance. ODEP, c'est une structure de la société civile. Absolument, c'est une structure de la société civile. Et je pense que jusque-là, c'est vraiment l'organisation crédible. Elle est crédible, parce qu'elle est crédible, le travail est fait de façon scientifique. Aussi. Oui, je pense que c'est indépendante, elle est indépendante, elle donne des faits. À voir les rapports, on comprend déjà qu'elle est indépendante. Elle est indépendante, c'est une organisation très crédible. Ok, parlez-nous de toutes les répressions que la ZADO a vécues avant et après le régime de Maréchal Mobutu. Bon, vous savez, quand on doit lutter pour la promotion, la protection des droits de l'homme et la réalisation des droits de l'homme, il faut vous attendre à avoir des moments difficiles. Vous savez, la majorité des défenseurs des droits de l'homme, il y a 3 chemins. Vous voyez, c'est la prison, premièrement, la mort ou l'exil, oui. Les 3. Donc la prison, l'exil, la mort. Ou la mort. La mort, oui. À la fin. À la fin. Ça, c'est les 3. Moi, j'en ai vécu 2, oui. Mais je n'ai pas vécu. Bon, malheureusement, paix à son âme, on a vécu les 3. Oui. L'exil, la répression et l'exil, la prison. La prison et la mort. La mort, ouais. Donc, c'est cela. Bien sûr, et puis, la stratégie du régime Mobutu était aussi les dénigrements, la pression psychique sur les militants, créer des instances de peur auprès des gens, ainsi de suite. Et pour moi, s'aimer la terreur. S'aimer la terreur. Et pour moi, c'était pas du tout difficile parce que j'étais de l'Équateur. Voilà. J'étais de l'Équateur. Et donc, les gens de l'Équateur ne comprenaient pas pourquoi. Vous étiez contre. Je n'étais pas contre. Pourquoi je devais pousser sur des questions qui discréditaient le régime. C'est une question d'intégrité. C'est une question tout simplement des principes. Vous voyez, je me rappelle à l'époque, il y a même des grands frères de l'Équateur et autres qui ne voulaient même pas me parler. Quand j'arrive quelque part, vraiment, celui-là, c'est un banni total. Moi, je pense que mes convictions catholiques, basées essentiellement sur la justice, l'amour, et en se basant bien sûr sur le fondement théologique du droit de l'homme, les valeurs morales, ont fait que face à l'injustice, il faut se lever contre l'injustice. Hein? Même si vous venez de la même province que ceux qui font la répression, il faut vous lever contre l'injustice. Et je pense que c'est... Vous étiez victime d'une arrestation. Oui, je vous pense... étiez encore trop jeune. Oui, j'étais trop jeune. Bon, j'aime pas vraiment me rappeler cette histoire. C'est vrai que j'avais été arrêté à 13 ans à Mbandaka parce que j'avais écrit
une lettre de protestation contre Mobutu. Et quand j'ai remis cette lettre-là au passage de Mobutu, j'avais été arrêté, amené au gouvernorat de Mbandaka. Mais je pense que c'était aussi basé sur l'enseignement que nous recevions des religieux du Sacré-Cœur à l'époque, qui est notre vocation de lutter contre l'injustice et d'être vraiment proche des sans-voix et des pauvres. Ça, c'est un peu le parcours historique. Indépendamment de moi, il y a eu le vice-président Kambale a été arrêté, Véronique Mbwebwe a été arrêtée, d'autres personnes ont été arrêtées, soumises à des traitements inhumains et dégradants. Nous avons connu un de nos militants a été tué à l'est du pays, ainsi de suite, et d'autres encore. On a fait une campagne de dénigrement en disant que nous étions des agents de renseignement des Occidentaux, ainsi de suite. Ça fait partie des techniques, mais ça c'est vraiment la répression. Elle était à la fois une répression formelle, c'est-à-dire que le force, moi j'ai été arrêté plusieurs fois je connais en tout cas la majorité des cachets ici. Vous étiez animé d'un esprit de révolte. Oui, il y a ça. Et puis bien sûr, l'Azado a été banni en 98. J'y étais pas là, moi j'étais à Genève. Laurent Désiré Kabila avait décidé de bannir l'Azado pour la simple et bonne raison que l'Azado avait sorti un rapport sur les dérives autoritaires ainsi que les violations graves des droits de l'homme commises par le régime des AFDR. On avait été bannis complètement, mais nous avons ignoré cette décision puisque l'Azado international qui était basé à Genève a continué à travailler ainsi de suite, puisque certains sont partis à l'exil, d'autres étaient restés ici. Actuellement, je pense qu'on a une très très bonne équipe. On a le président de l'Azado actuel, Jean-Claude Katende, qui continue à faire un excellent travail. Dans des circonstances, il n'y a pas de moyens comme nous les avions à l'époque. Mais je crois qu'il fait un travail qui est appréciable. En tant qu'acteur de la société civile, comment notre pays, la République démocratique du Congo, peut-il sortir de cette situation qui nous complique jusqu'à aujourd'hui? Une crise multiforme. Pendant des décennies, nous vivons toujours cette crise. Non seulement c'est une crise multiforme, mais aussi multisectorielle. Qui nécessite à ce que la réponse aussi soit multisectorielle. Comme vous savez, c'est depuis 30 ans, plus de 30 ans que le pays se trouve dans cette situation des crimes cycliques qui se commettent par cycle, qui reviennent. Parce que les rébellions chez nous aussi sont des rébellions cycliques, avec les mêmes acteurs qui sont là et qui commettent des violations de droits de l'homme et qui n'ont jamais rendu compte. Il n'y a pas eu de redevabilité. C'est ça le mal. Il n'y a pas eu de redevabilité en matière de violation des droits de l'homme, surtout dans la partie est du pays. Un accord politique qui n'est pas basé sur les droits de l'homme et sur la justice ne peut pas conduire à une paix durable. Je parle bien de une paix durable. Il faut que ceux qui ont commis des crimes, d'une manière ou d'une autre, puissent rendre compte. On peut rendre compte de deux manières. Il y a les mécanismes juridictionnels, c'est-à-dire que la justice que nous connaissons, qui peut rendre justice avec des condamnations. Il y a aussi des mécanismes non juridictionnels, comme des instances de réconciliation, où les gens reconnaissent. Mais le fait d'aller vers la réconciliation n'empêche pas la redevabilité en matière de droits de l'homme. Et ça, c'est essentiel. Tant que les parties belligérantes ne rendent pas compte sur le plan historique, parce qu'il faut écrire l'histoire du pays depuis
1994 jusqu'à aujourd'hui, avec ces rébellions cycliques, avec les mêmes acteurs qui ont été à la base de la situation et qui continuent à porter atteinte à la sécurité nationale. À la sûreté même. Ouais. Et qui continuent à remettre en question les efforts de développement du pays, parce que derrière ça, il y a tout un intérêt sur la spoliation des ressources naturelles et en toute impunité. Donc pour moi, il faut qu'il y ait justice. Et la justice, c'est la justice transitionnelle. C'est mécanisme non juridictionnel et juridictionnel. La réconciliation n'exclut pas la justice n'exclut pas la réconciliation. L'essentiel, c'est que cette justice-là contribue à une paix durable. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Et le devoir de mémoire. Il faut que les historiens se mettent ensemble pour écrire le devoir de mémoire. Vous voyez, au Rwanda, ils ont écrit leur histoire des génocides. Okay. Vous voyez, il y a un mémorial des génocides qui est là. Tout le monde qui y va, il va aller. Mais chez nous, si on dit qu'il y a eu des millions de morts, il faut que nous puissions reconnaître cela. Il faut que la communauté internationale, pour ça, les historiens ont un rôle important. La justice aussi. L'État doit prendre ses responsabilités pour une réponse judiciaire. Bien sûr, l'infraction ne pourrit pas. Les crimes ne pourrissent pas. Si aujourd'hui on dit, dans un premier temps, nous favorisons la réconciliation, la réponse politique pour qu'on baisse la tension, mais il s'agit de crimes imprescriptibles. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut ouvrir des enquêtes. Les gens qui ont commis la Shoah, etc., certains ont été jugés 30 ans après, 40 ans après, ainsi de suite. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'établir ces faits. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous M. Guillaume Nguefa. Il est le fondateur, l'initiateur du mouvement que nous appelons Azado, aujourd'hui dirigé par Jean-Claude Katende. Merci M. Guillaume Nguefa d'avoir partagé ces moments d'expérience que vous avez vécu pour que nous puissions avoir l'Azado. Merci beaucoup. Merci aussi pour avoir été très patiente pour écouter ces petits partages. Je vous en prie, Monsieur Guillaume Nguefa. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez que la société civile et la voix du peuple demeurent toujours la voix du peuple, un rempart contre l'arbitraire. Le rendez-vous est pris prochainement pour une nouvelle page d'histoire. Merci.